Nous retrouvons Tintin la semaine prochaine avec les magasins Jouet Club. Et maintenant, place à notre grand jeu concours Tintin. À partir de ce soir et jusqu'au 7 juillet, je vous retrouverai après chaque épisode de Tintin pour vous poser 3 questions. Voici les 3 du jour. Vous avez trouvé? Pour vous aider, vous allez découvrir 3 indices supplémentaires sur Énergie, dans Télérama Junior et sur le Minitel 3615 FR3. Pour jouer, vous nous envoyez vos réponses sur papier libre ou sur les bulletins de Télérama Junior à l'adresse suivante. Ou alors, vous tapez 3615 FR3 pour retrouver les 3 questions de la semaine. Ainsi, vous pourrez gagner de fabuleux cadeaux offerts par les magasins Jouet Club. Bonne chance et à mardi prochain. Aujourd'hui, les femmes veulent manger frais et sain, et léger et équilibré, et aussi manger bon et raffiné, et savoureux et vitaminé. Ah, j'oubliais vite et facile. Et ça, évidemment, Seb le sait depuis longtemps. C'est pour ça que l'autocuiseur Seb existe, pour cuisiner bien et cuisiner vite. L'autocuiseur, c'est Seb qui y a pensé. Seb, c'est bien. Avec certains logiciels de gestion, bonjour la paperasse. Alors, pour éviter ça, l'expert Micro Memsoft vous offre un diagnostic flash. Et la reprise de votre ancien logiciel pour 6 000 francs. Consultez vite le 3615 Memsoft. Vous y verrez déjà plus clair. Memsoft, la bonne réponse à votre gestion. Vous croyez que c'est simple? Qu'est-ce que c'est? Hein? Vous croyez que c'est simple de trouver un appartement bien situé? Mais oui! En immobilier, Quand on cherche, il trouve. Au revoir les enfants. Au revoir maman. Oh, leurs serviettes. Allez les mini-doux, dépêchons-nous. Dou, 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 c'est Mini-Dou qui pense à tout. C'est Mini-Dou, toujours plus doux. Mini-Dou, encore plus doux pour l'environnement. Dou, 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 pour nous la nature c'est important. Mini-Dou, beaucoup de fraîcheur, beaucoup de douceur naturellement. Mini-Doux, agent adoucissant biodégradable. Bravo les petits génies du doux. Laissez-moi, Franck. Notre histoire est finie. Hélène, ne partez pas. Donnez-moi une dernière chance. Inutile, Franck. Pourrais-je au moins vous revoir? Vous savez bien que l'amitié entre un homme et une femme est impossible, Franck. Mais, Hélène, je ne pourrai jamais vivre sans vous. Oh, Franck, comment ai-je pu douter de vous? Cité forte et Sirosport. les routes les plus célèbres ont choisi Lancia des draps. Maintenant, c'est à vous de l'essayer. C'est la fraîcheur du marché qui fait la fraîcheur maison. Sodebo, la fraîcheur maison. Baroque Passion, un nouveau fleuron en rouge et noir. Collection rouge et noir, DMI Classics. Des coffrets de 2 disques compacts pour le prix d'un.
De l'eau, de l'air, la vie. Enfin, un désodorisant propulsé à l'air pur. L'arbre vert, du propre, du pur, de l'air. Chaume, c'est comme marcher pieds nus sur la terre chaude, quand flotte encore dans l'air le souvenir d'une pluie d'été. Quand la terre déjà sèche parce qu'elle a bu trop vite, exhale un parfum lourd et âcre. Chaume. Terre de chaume. Pour aider au choix de votre vie, vous sentir solidaire, être mieux informé, regardez chaque semaine les témoins anonymes qui se racontent, les vrais leaders connus ou discrets qui expliquent leurs idées, les reportages ou grandes enquêtes qui vous emmènent sur le terrain. Parce que vous êtes des citoyens, la Marche du siècle écoute pour vous les battements de cœur de notre société. La Marche du siècle, c'est chaque mercredi, 20h40 sur FR3. Le Vietnam, familier et pourtant mystérieux. Quel est-il vraiment et pourquoi tous ces tourbillons tragiques? Traverse pénètre le Vietnam à l'extrême, mercredi à 23h35. Première étape, Vietnam, kilomètre 0. Celui qui chante dans l'amour, celui qui chante dans la vie, celui qui chante quand ça vient à lui. Métro, boulot et dodo. On entend que ces trois petits mots pour les besoins quotidiens. Ça va, ça vient, ça fait vraiment du bien. Et ça fait gagner du temps. Dans la vie des métropolitaines, c'est métro, c'est boulot, c'est dodo. Trois mots courants dans la vie parisienne. Métro, boulot et dodo. On entend que ces trois petits mots pour les besoins quotidiens. Ça va, ça vient, ça fait vraiment du bien. Et ça fait gagner du temps. Dans la vie des métropolitaines, c'est métro, c'est boulot, c'est dodo. À Paris, au sommet de la tour, ceux qui fait voir la nuit tomber le jour. C'est magnifique et mouvant, ça vous au sol, moi je deviens fou. Au milieu de tous les va-et-vient, et sans compter tous les embouteillages. Certains peuvent faire le métro, on est pas là dans les dents au boulot. Trois mots courants dans la vie parisienne, métro, boulot et dodo. On entend que ces trois petits mots, pour les besoins quotidiens. Ça va, ça vient, ça fait vraiment du bien, et ça fait gagner du temps. Dans la vie des métropolitaines, c'est métro, c'est boulot, c'est dodo. Trois mots courants dans la vie parisienne, métro, boulot et dodo. On entend que ces trois petits mots pour les besoins quotidiens. Ça va, ça vient, ça fait vraiment du bien, et ça fait gagner du temps. Dans la vie des métropolitaines, c'est métro, c'est boulot, c'est dodo. Trois mots courants dans la vie parisienne, métro, boulot et dodo. On entend que ces trois petits mots pour les besoins quotidiens. Ça va, ça vient, ça fait vraiment du bien, et ça fait gagner du temps. Dans la vie des métropolitaines, c'est métro, c'est boulot, c'est dodo. Trois mots courants dans la vie parisienne, métro, boulot et dodo. On entend que ces trois petits mots pour les besoins quotidiens. Ça va, ça vient, ça fait vraiment du bien, et ça fait gagner du temps. Dans la vie des métropolitaines, c'est métro, c'est boulot, c'est dodo. Il y en a qui passent juste à côté, sans s'en rendre compte qu'il y a des merveilles à voir. C'est parce qu'ils n'ont pas les temps qu'il faut pour une appréciation. Attention, les dodos, c'est sacré, et le boulot est aussi les miam-miam. Pour éviter les bouchons, pour traverser toujours les métros.
courant dans la vie parisienne. Métro, boulot et dodo. On entend que ces trois petits mots. Rouler des uns quotidiens. Ça va, ça vient, ça c'est vraiment du bien. Et ça fait gagner du temps. Dans la vie des métropolitaines, c'est métro, c'est boulot, c'est dodo. Travaux courant dans la vie parisienne. Métro, boulot et dodo. On entend que ces trois petits mots. Rouler des uns Bonsoir. La fête du football a tourné au drame à Bastia. La tribune du stade Foriani s'est effondrée ce soir avant même que la demi-finale de la Coupe de France, qui devait opposer Bastia à Marseille, ne commence. Un premier bilan fait état d'un mort et de 200 blessés, dont plusieurs graves. 4 hélicoptères de la sécurité civile et de l'armée évacuent en ce moment des blessés dans les hôpitaux environnants. Nous rejoignons tout de suite Georges Matera sur le stade de Furiani. Avez-vous des précisions, Georges, sur les circonstances de cet accident ? Voici ce qui reste de l'ancienne tribune Papy aménagée spécialement pour ce match Bastia-OM. C'est là que s'est produit l'accident. Il était environ 20h tout à l'heure lorsque tout le haut de la tribune s'est écroulé. Plusieurs milliers de personnes sont tombées, une chute de plus de 10 mètres. Derrière moi, vous apercevez les blessés graves qui ont été regroupés sur le terrain, alors qu'à ma droite, les hélicoptères de la sécurité civile se relient depuis tout à l'heure pour évacuer tous ces blessés graves sur les hôpitaux de Bastia. On sait aussi que des avions sanitaires vont être rapatriés de Marseille. Ce qu'on peut dire à l'heure qu'il est, c'est qu'on déplorait, mais bien sûr tout ça est à prendre au conditionnel, on ne déplorait que 3 victimes, malheureusement d'innombrables blessés, des blessés graves. C'est une catastrophe nationale. La Corse, la France, le football ce soir sont en deuil car il y aura sans doute de nombreuses victimes. Selon le président de la Fédération française de football, Jean Fournet-Fayard, un maximum de garanties avait été prises. Je vous propose d'écouter tout de suite le témoignage du commandant des pompiers qui s'est occupé de l'évacuation des blessés. Surtout, on aura des problèmes au niveau des hôpitaux pour caser toutes les personnes. Donc vous dites à 21h30 pour l'instant, vous avez 3 victimes. 3 victimes, oui, dont 2 sapeurs-pompiers. Et vous pensez qu'il y aura d'autres victimes? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de corps sous les décombres? Il faut voir le directeur médical. Là, il n'y a plus de corps sous les décombres? Actuellement, on fait des recherches là, avec nos groupes électrogènes. On a fait plus de la moitié des tribunes, il n'y a plus personne. La capacité du stade avait été spécialement augmentée pour cette demi-finale. De 8 500 places, elle avait été portée à 18 000 places cette semaine. Retour donc sur les événements et sur les circonstances de la catastrophe de ce soir. Didier Balèze. Toutes les conditions étaient réunies pour une grande fête de football. Les joueurs étaient même sur le terrain. Lorsqu'à 20h20, une des tribunes provisoires du stade s'effondre, c'est le drame. La structure métallique glisse vers l'arrière, entraînant quelques centaines des 10 000 spectateurs assis dans cette partie du stade. Il semblerait que le poids et les mouvements du public enthousiaste soient à l'origine de l'accident. Instantanément, les secours s'organisent, les bénévoles s'activent. Mais les ambulances connaissent de grandes difficultés pour accéder sur les lieux et évacuer les blessés. Devant l'ampleur du désastre, les autorités locales décident alors de faire appel aux moyens d'aide de la métropole. Un PC de secours est installé sur le stade. Les moyens héliportés du SAMU évacuent les nombreux blessés vers les hôpitaux les plus proches. Un premier bilan, établi voici quelques minutes, faisait état d'un mort et d'au moins 200 blessés. La construction métallique montée en 48 heures est du même type que celle utilisée à Albertville, mais ce soir se pose déjà la question de savoir si toutes les mesures de sécurité avaient bien été prises. Nous reviendrons bien sûr d'ici la fin de ce journal sur cette catastrophe avec un bilan peut-être définitif et de nouvelles images. À l'Assemblée nationale, une journée plutôt calme aujourd'hui pour l'ouverture du débat sur la révision de la Constitution. Le gouvernement s'est employé à calmer les inquiétudes de l'opposition sur les conséquences du traité de Maastricht. Une bataille de procédure s'est ouverte. Le gouvernement veut aller vite. L'opposition, elle, demande davantage de temps pour examiner le texte. Ce soir, elle a obtenu satisfaction. Jean-Baptiste Prédali.
Premier accroc à la révision constitutionnelle, une panne de micro. Pierre Bérégovoy interrompu, premier retard dans un débat qui va voir défiler plus de 50 orateurs. Sur le fond, le Premier ministre a choisi son style, pédagogie et plaidoyer pour l'Europe. Et si l'opposition veut freiner la réforme au Parlement, le gouvernement a déjà sa propre solution. Déjà dénoncé la précipitation du gouvernement, même thème aujourd'hui, avec un souci, ne pas paraître jouer l'obstruction. Nous sommes bien décidés à faire en sorte que la majorité socialiste et le gouvernement acceptent le débat approfondi que nous voulons. Un débat approfondi pour mieux construire l'Union européenne, pour faire en sorte que la France y entre debout et non pas à reculons. Côté centriste, pas d'opposition de principe, les pro-Maastricht prônent un débat dépassionné. Et pour l'essentiel, la démonstration de M. Bérégovoy est juste. Il a d'ailleurs fait appel à la concorde. Donc je crois qu'il faut aborder ce débat avec une certaine hauteur de vue. Restent les anti-Maastricht. Ils vont commencer à faire entendre leurs arguments, comme Philippe Séguin, bataille de procédure et de principe. Ils ont même obtenu un sursis. Le vote est déjà repoussé à mardi. D'ici là, pour les plus studieux, dans l'hémicycle ou en commission, il y aura eu de nombreuses heures de veille. Michel Lemaire, la séance vient de reprendre à l'Assemblée nationale. On attend l'intervention de Philippe Séguin dans quelques instants. Quelle est l'ambiance ce soir dans l'hémicycle ? Alors l'hémicycle, lui, est assez clairsemé ce soir, ce n'est pas étonnant, mais l'ambiance, elle, est à la franche décrispation. Alors ça peut paraître assez paradoxal de dire ça, au moment où Philippe Séguin va monter à la tribune et prononcer sans doute le discours le plus sévère, le plus argumenté contre les accords de Maastricht. Mais somme toute, Philippe Séguin est assez isolé. Et ce qui avait surtout mis en colère l'opposition, c'est qu'elle avait le sentiment, pendant le débat en commission, que le gouvernement voulait mener un débat accéléré, pour ne pas dire un peu bâclé. Et le gouvernement a tout fait aujourd'hui pour gommer cette impression. Il y a eu ce soir la fameuse conférence des présidents dans une ambiance assez inhabituelle. Principal résultat, on va se donner le temps de discuter. La discussion générale va se dérouler tranquillement. Sans doute, il y aura jeudi un renvoi de ce texte en commission et ce n'est que mardi, donc le débat a été prolongée, que commencera la discussion article par article. Elle se terminera par un vote personnel, c'est-à-dire un vote assez solennel. Là aussi, on s'est mis d'accord sans trop de difficultés. Alors bien sûr, tout cela n'empêche rien sur les désaccords de fond, mais l'Assemblée nationale s'est donné ce soir les moyens de mener un débat serein. Merci Michel. La construction européenne, justement au cœur des discussions entre François Mitterrand et Felipe González ce soir à Madrid. Une heure d'entretien entre les deux hommes qui ont évoqué aussi la lutte contre le terrorisme. Le président de la République est en Espagne pour une visite de 24 heures. Demain, il se rendra à Séville pour présider la journée de la France à l'exposition universelle. Un événement qui sera largement couvert dans nos journaux. Dès 12h, une édition spéciale d'1 heure en direct de Séville. À 12h45, le président de la République répondra aux questions de Paul Amar. Séville également présent dans le 19-20 et dans Soir 3. Un mariage d'argent, Matra fusionne avec Hachette. Le groupe de communication, très touché, vous le savez, par l'échec de la 5, va bénéficier du soutien du groupe de haute technologie qu'est Matra. Jean-Luc Lagardère l'a annoncé ce matin, un président bien décidé à renouer avec le succès. Martine Thier. Il a profondément atteint son objectif maintenant, renouer avec la victoire. À l'étranger, nouveaux affrontements entre les intégristes musulmans et les forces de l'ordre. Des coups de feu ont éclaté à Alger dans le quartier de Bab el-Oued. Le bastion intégriste a été bouclé par les policiers. C'est le deuxième accrochage de ce genre à Alger en l'espace de 24 heures. Ce soir, la tension semble être tombée. Dernières informations avec la correspondance par téléphone de Hassan Zenati. L'explosion populaire qui nourrissait depuis plusieurs jours les sourdes inquiétudes de la population n'a finalement pas eu lieu. La journée tant redoutée par les forces de l'ordre s'est terminée sans incident notable. Les Algériens ont dans l'ensemble ignoré cet appel d'origine indéterminée qui les appelait à se soulever le 5 mai. À quelques exceptions près, notamment une tentative de manifestation rapidement contenue par la police dans le quartier intégriste de Bajarrah à Alger, le calme a été observé sur l'ensemble du territoire et la police a sans conteste marqué un nouveau point dans la rue de bataille qu'elle mène depuis 3 mois contre les islamistes. Le Haut Comité d'État, la présidence collégiale algérienne, en a tiré immédiatement la leçon en renouvelant sa détermination à appliquer la loi dans toute sa rigueur à tous les auteurs, complices et instigateurs des troubles et en saluant l'attitude responsable
du peuple qui, a-t-il dit, désavoue les atteintes portées à la paix civile et à la quiétude des citoyens. Alger, Hassan Zenati, AFP Audio. Une trêve conclue en Bosnie-Herzégovine entre la présidence de la République et les représentants de l'armée yougoslave. Elle devait prendre effet ce soir pour 24 heures, mais elle a été rompue quelques minutes à peine après la signature du cessez-le-feu. Des coups de feu et des tirs de mortier plus intenses que dans les dernières heures ont en effet retenti ce soir à Sarajevo. En France, la mort d'un des grands séducteurs du cinéma et de la chanson, Jean-Claude Pascal, est décédé à l'âge de 64 ans des suites d'une opération dans un hôpital parisien. Portrait d'un artiste aux talents très divers, comédien, écrivain et chanteur de charme. Jacques Garnier. Séducteur de... Un opéra inédit présenté vendredi soir au Festival de musique et de danse de Monte-Carlo. Montezuma de Verdi. Montezuma, empereur des Aztèques, vaincu, vous le savez, par Cortés. Un thème bien dans l'air du temps, de la découverte des Amériques. Une œuvre montée par la troupe de l'atelier lyrique de Tourcoing. Claude Gleeman et Christian de Carnet ont assisté à la répétition. Le mythe de Montezuma, empereur des Aztèques vaincu par Hernán Cortés, a fasciné de nombreux musiciens dont Vivaldi. Perdue depuis sa création à Venise en 1733, l'œuvre a été reconstituée par Jean-Claude Malgoire selon le principe des collages. Vivaldi n'est pas du tout l'être, le compositeur superficiel qu'on veut nous montrer. C'est pas du tout la machine à musique. C'est pas non plus l'homme qui a écrit 400 fois le même concerto, comme on dit trop souvent. C'est effectivement un musicien qui a une conscience théâtrale, qui aime beaucoup le théâtre. Montezuma symbolise la destruction de la civilisation aztèque, l'incompréhension de deux mondes que tempère l'amour entre la fille de l'empereur et le frère de Cortés. C'est bien le livret, ça traite bien comment, je sais pas, il y a un Moctezuma perdu qui sait plus quoi faire, un peu comme dans l'histoire, c'est pas quoi. Il y a un Cortés séduisant, fascinant, intelligent, rusé. Il y a le monde blanc, quoi, hein, le monde blanc qui partage pas, quoi. Hein, ça continue. Vivaldi, que l'on devine nostalgique de la réconciliation des civilisations, fera l'événement lyrique dans nos belles provinces, de Monte-Carlo à Tourcoing via Bordeaux, plus sûrement que dans la capitale. Sport enfin, cyclisme avec le coup d'envoi de la 38e édition des 4 jours de Dunkerque. Une épreuve disputée jusqu'à dimanche. Première étape remportée au sprint par un Italien. Reportage de Gilles Bernard et Pierre Brasquez. 115 coureurs, place Jean Bart pour le départ de cette première étape. Un départ lancé en fait à la sortie des faubourgs de Dunkerque. Et le peloton va adopter tout de suite un train de sénateurs. Au programme de la journée, 162 km de course et 3 monts à gravir avec une première mise en jambe à Cassel. Les coureurs restent groupés, mais coup dur pour Télécom. L'Allemand Rémi Stupf, victime d'une chute à l'arrière du peloton, doit abandonner. De Klerk, de son côté, franchit détaché la première difficulté de la journée. Le Belge va récidiver au sommet du mont Deka. Il endosse du même coup le maillot du meilleur grimpeur. Scénario quasi identique à celui de l'an passé pour De Klerk. Juste avant le ravitaillement, Hoffmann place une attaque qui lui permet de devancer tout le monde à Cassel. Mais le coureur de TVM sera vite repris, tout comme son coéquipier Wynens quelques minutes plus tard. À Van Roosbroek, enfin l'échappée du jour, le Belge va compter jusqu'à 2 minutes d'avance, mais à 25 km de l'arrivée, le peloton, emmené par les Panasonic, revient sur lui. Tout va donc se jouer au sprint. Ludwig et Winstra, mis sur orbitre par leurs coéquipiers, devront finalement s'incliner face à l'homme le plus rapide du début de saison, Cipollini. L'Italien devance Nelissen et Capio, à lui donc la victoire d'étape et le premier maillot rose de cette 38e édition. Retour sur la catastrophe dans le stade de Furiani à Bastia, au moins 6 morts et une centaine de blessés. Nous vous le disions tout à l'heure, à la suite de l'effondrement d'une tribune métallique. Nous allons à nouveau à Bastia pour avoir d'autres précisions avec vous, Georges Matera. Le bilan s'est-il alourdi ce soir ?
On parle, Laurence, toujours de 6 morts ici au stade Furiani, mais beaucoup plus de blessés, car il y avait environ 3000 personnes qui ont chuté lors de cet accident. 2000 d'entre elles se sont relevées sans problème, mais un bon millier a été blessé, alors soit grièvement, soit légèrement, mais le bilan sera sans doute de plusieurs centaines de blessés, et parmi eux, des blessés très graves. Vous le voyez sans doute sur ces images, eh bien, les joueurs de l'Olympique de Marseille, les joueurs de Bastia se portent volontaires pour aider l'évacuation des blessés. Il y a une grande chaîne de solidarité qui s'est faite ici à Furiani. Tout le monde essaie de comprendre, d'expliquer, mais pour l'instant, tout ça reste inexplicable. Peut-être pas assez de conditions de sécurité et les hélicoptères qui continuent leur balai infernal au-dessus du stade de Corse. Donc je vous le disais, 6 morts, pour l'instant le bilan est confirmé de 6 morts avec sans doute plusieurs centaines de blessés. Merci Georges. J'ajoute cette précision, le ministère de l'Intérieur vous demande de ne plus téléphoner en Corse. Cela provoque des difficultés de communication avec le continent pour les secours. Bien sûr, d'autres informations demain dans nos éditions. Très belle fin de soirée à tous. Tout de suite, les prévisions météorologiques complètes de Michel Touré. À demain, au revoir. Il n'y a pas d'heure pour en manger du bâton de berger. De Justin Bridou. Кто это? Леонид Комаровский, новый любимчик президента. А серебряная игрушка? Откуда она? Французская, называется Клио. Как говорят французы, elle a toute une grande. Говорят, на Западе ее можно увидеть везде. Везде? Это роскошь везде? Коммунистический рай. Faites pousser vos idées. Jardiland. Bienvenue à tous et à toutes pour vos nouvelles du ciel de France. Demain, soleil plus ou moins performant sur toutes les régions. Voyons ensemble pourquoi la situation générale, avec des pressions qui restent hautes, la 1020, la 1025, la 1030 hectopascales. Les perturbations tentent de passer, mais elles arrivent affaiblies, les pauvres. Je dis les pauvres, car nous aimerions bien avoir un peu de pluie. Alors, prévision matinale demain, 7-8 heures du matin, sur le nord-ouest, c'est-à-dire au nord-ouest d'une ligne Reims-Nantes, ainsi que sur la chaîne pyrénéenne, gros nuages, souvent percés par un sympathique petit soleil. Sur toutes les autres régions, agréable ensoleillement, après dissipation de rares bancs de brume ou de brouillard, qui seront demain matin peu denses et peu tenaces. Au lever du jour, le Mistral soufflera à 40 km à l'heure en rafale et la Tramontane à 50-60 km à l'heure. Voyons l'évolution de ce temps en cours de journée tout de suite. Au nord d'une ligne Metz-Nantes, alternance de passages nuageux et d'agréables éclaircies. Vent frais de nord 15 à 20 km à l'heure. Ailleurs, de l'Alsace et du centre à l'Aquitaine et à la Méditerranée, soleil printanier, un peu moins performant sur les Pyrénées, les Alpes et la Corse, où quelques orages isolés sont à craindre. Le Mistral, l'après-midi, soufflera en rafale à 50 km à l'heure et la Tramontane, qui veut faire mieux, à 60 km à l'heure. Alors les températures matinales, eh bien, elles seront plus agréables qu'aujourd'hui sur l'ouest et puis en légère régression ailleurs, voyez. 4 à Aurillac, 6 à Lille, Reims, Tours, Clermont-Ferrand, 7 à Metz, Alençon, Bordeaux, 8 à Cherbourg, 9 à Toulouse, 12 à Marseille et 14 records des matinales, c'est quand même pas mal pour la 12 ville de Nice qui collectionne les records. Et celles de l'après-midi, eh bien je vous les offre tout de suite, il suffit de les demander, elles oscilleront entre 13 et 25 degrés. 13 à Cherbourg, 14 Le Havre, 16 à Lille, Rouen, Alençon, 17 à Rennes, 18 à Mulhouse, 19 à Paris, Dijon, Lyon, 20 à Bordeaux, c'est quand même pas mal, 24 à Nîmes, et qui dit mieux, 25 records du jour à venir pour Marseille. Allez, comme tous les soirs, on passe les frontières. Zou, c'est parti. Dublin, Londres, de la pluie, demain on n'y va pas. Copenhague, des nuages. Moscou, Vienne, Madrid, Alger, de belles éclaircies. Berlin, Varsovie, Athènes, Rome, Lisbonne, grand beau temps. Demain, 6 mai 1992, on fêtera dans la joie. Prudence et Marien, il s'agit d'être prudent également sur la route, si vous avez volant à prendre. Et puis, en ce qui concerne l'avenir, je dis un peu plus de nuages sur la moitié nord, ailleurs, soleil. Belle soirée avec nous sur FR3. Jardiland, faites pousser vos idées. Jardiland, Jardiland.
Savez-vous qu'un seul bol d'All Bran vous apporte autant de fibres qu'une, 2, 10 biscottes au son? All Bran est naturellement très riche en fibres, les plus efficaces pour faciliter le transit intestinal. All Bran de Kellogg's, une réponse fibre aux problèmes de transit. Comme ça chez McDonald's. Vendredi, en Galice, on exploite la mer au risque de sa vie. Thalassa sur la côte de la mort. Samedi, veuve, privée de tout et soumise à internement arbitraire. C'est mon histoire. Dimanche, comique au top de la classe. Le meilleur de Palmade, Bigard et les autres en un concentré désopilant. Lundi, combat de chef entre officiers français en Algérie. Anthony Quinn et Alain Delon sont les centurions. Vendredi, Thalassa. Samedi, c'est mon histoire. Dimanche, comique au top de la classe. Lundi, les centurions. Respirez, vous êtes sur FIP. Le créateur, le père de Tintin, cette étoile de première grandeur au firmament de la bande dessinée, c'est Georges Rémy. Rémy Georges. R.G. C'est lui. C'est le maître d'œuvre d'une comédie humaine ou de tous les personnages les plus connus, et bien sûr, Tintin. Tintin, c'est un modèle proposé aux adolescents. Tintin, c'est le reporter. Tintin, c'est celui qui parcourt le monde, qui se tire d'affaire dans toutes les situations. Et Tintin est accompagné de Milou, comme Don Quichotte l'est de Sancho Panza. Milou partage avec Tintin les mêmes valeurs. Avec plus de mérite, peut-être, car Milou n'est pas sans faiblesse. Plus qu'un compagnon, c'est un complice. Son importance sera quelque peu éclipsée par la personnalité du capitaine Haddock. Haddock n'est pas un modèle, sans doute. C'est le personnage peut-être le plus humain des héros de Tintin. C'est un être excessif, mais qui a le cœur sur la main. Il n'y a qu'à voir de quel dévouement il est capable d'entourer le professeur Tournesol. Tournesol, c'est la science.